Région de Mourmansk, district de Pekenga. Un désert de glace où le vent, ne rencontrant aucun obstacle, atteint des vitesses dignes d'une tempête. La nuit polaire s'étire pendant des mois, effaçant peu à peu la frontière entre le jour et la nuit. Au cœur de ce silence blanc, tel le squelette d'une gigantesque bête préhistorique, se dressent les ruines d'une structure cyclopéenne. Métal rouillé, dalles de béton effondrées, hurlements du vent s'engouffrant dans les orbites noires des anciennes fenêtres. L'endroit évoque un décor de film sur l'apocalypse nucléaire ou une zone d'exclusion figée après une catastrophe biologique. Mais si vous traversez les gravats, les débris, la neige et les vestiges de la construction jusqu'au centre de la salle des machines principales, vous découvrirez quelque chose d'étrange. Quelque chose qui semble bien trop petit et insignifiant pour une légende d'une telle ampleur planétaire. Un hublot métallique discret, recouvert d'une épaisse couche de rouille orange. De l'air s'infiltre sous le couvercle où l'on distingue une inscription énigmatique. N62. Ce ne sont pas juste des chiffres et ce n'est pas simplement un couvercle de regard. C'est un bouchon qui retient un secret de 12 km et 262 mètres de profondeur. C'est le forage super profond de Kola, objet SG3. C'est le point le plus profond que l'humanité ait jamais atteint, plus profond que le fond de la fosse des Mariannes. Si vous pouviez retourner l'Everest et le glisser dans ce trou, son sommet s'enfoncerait encore de plus de 3 km sous terre. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un simple j'aime et un abonnement sont la meilleure façon de nous encourager. Merci infiniment. Nous avons l'habitude de regarder vers l'espace, rêvant de galaxies lointaines, construisant des télescopes pour observer le début des temps. Mais la véritable inconnue, effrayante et physiquement tangible, ne se trouve pas au-dessus de nos têtes, mais juste sous nos pieds. Nous vivons sur une fine croûte refroidie sous laquelle un océan de feu, de pression et de radiation fait rage, et nous n'en savons presque rien. Pendant des décennies, le monde a été alimenté par des légendes bon marché sur les raisons pour lesquelles le puissant Union soviétique, avec ses ressources illimitées en sciences, a soudainement abandonné ce projet du siècle dans la panique. Les tabloïds ont parlé de démons libérés d'une incarnation physique de l'enfer, de cris de pêcheurs enregistrés par des microphones résistants à la chaleur au fond. Mais la vérité s'est révélée bien plus terrifiante, complexe et étonnante que toute mystique. La vérité ne résidait pas dans la théologie, mais dans la physique. À une profondeur de 12 km, la planète Terre cesse d'être solide. Les lois de la géologie que nous avons apprises à l'école ne fonctionnent tout simplement pas là-bas, en bas. Le temps s'écoule différemment là-bas, et la matière change ses propriétés fondamentales, devenant quelque chose entre pierre et plasma. Aujourd'hui, nous ouvrons les archives secrètes du ministère de la Géologie de l'URSS. Nous dépoussiérons la poussière radioactive des rapports des géophysiciens soviétiques. Nous découvrons pourquoi une foreuse unique, capable de percer n'importe quelle roche, s'est soudainement arrêtée, comme si elle avait rencontré une barrière énergétique invisible. C'est une enquête sur la façon dont l'humanité a frappé à la porte de l'enfer et a été accueillie, en rien, mais par des forces tout à fait différentes de celles que nous nous attendions à voir. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé sur la péninsule de Kola, il faut revenir dans le temps. Les années 60 du XXe siècle, au cœur de la guerre froide, le monde équilibre sur le fil du rasoir, suspendu dans l'attente d'une strike nucléaire. L'URSS et les États-Unis rivalisent en tout. Qui créera la bombe thermonucléaire la plus puissante, enverra le premier homme dans l'espace, aura des sous-marins plus rapides et des fusées plus précises. La course spatiale était au centre de l'attention. Gagarine, Armstrong, Apollo, leurs noms résonnent sur les premières pages des journaux. Mais il y avait aussi une autre course cachée, souterraine, silencieuse, dont seuls les spécialistes ayant le plus haut niveau de sécurité avaient connaissance. La course vers le manteau terrestre. La course vers la frontière de Morovitch. Les Américains ont commencé les premiers, le projet ambitieux MALL. Leur logique était simple et pragmatique. La croûte océanique est beaucoup plus fine que la croûte continentale. Si l'on forait depuis le fond de l'océan, il ne faut que 6 km pour atteindre le manteau. Ils ont commencé à forer dans l'océan Pacifique, près de l'île de Guadeloupe. Mais l'océan ne pardonne pas les erreurs. Les technologies de positionnement dynamique de l'époque n'ont pas permis de maintenir la plateforme au-dessus du puits dans des conditions de tempête. Le projet a englouti des millions de dollars et a été honteusement abandonné par le Congrès des États-Unis. L'Union soviétique a relevé le défi. Mais les Russes ont pris un chemin paradoxal différent. Ils n'ont pas cherché un chemin facile à travers la croûte océanique fine et instable, ils ont décidé de forer directement à travers la plaque continentale.
À travers le bouclier baltique, la plus ancienne partie de la croûte terrestre, âgée de 3 millions d'années. À travers le granit, considéré comme impénétrable. C'était une décision frisant la folie d'ingénieurs, là où la croûte est la plus terse. Pourquoi? Parce que les scientifiques soviétiques ne voulaient pas seulement établir un record, ils voulaient savoir de quoi se compose réellement la Terre sur laquelle nous marchons. La géophysique de l'époque était basée sur des données indirectes et des conjectures. Nous éclairions la Terre avec des ondes sismiques, comme des médecins éclairent un patient avec des rayons X. Mais personne n'avait jamais fait de biopsie, personne n'avait jamais tenu un échantillon de roche provenant d'une profondeur de 10 km. C'est comme juger du bout d'une pomme par son ombre sur le mur. Il fallait une bouchée, il fallait un échantillon. En 1960, à l'occasion du centenaire de Vladimir Lénine, la foreuse a commencé à fonctionner. Aucun des ingénieurs présents au pupitre de contrôle, dans des pulls ou entoses, ne se doutait qu'il commençait un voyage vers l'inconnu total qui durerait 20 ans et se terminerait par une découverte qui renverserait notre compréhension de la structure de la planète. Ils pensaient savoir ce qui les attendait. Une couche de sédiments, puis du granit, puis du basalte, puis le manteau. Ils se trompaient sur chaque point de ce plan. La planète était organisée tout autrement. Pour conquérir les profondeurs, une machine unique, sans équivalent dans le monde a été créée. Ce n'était pas une simple plateforme pétrolière comme celle que nous voyons dans les films sur les millionnaires texaciens. C'était une fabrique géodésique, revêtue de panneaux pour se protéger des vents polaires. Ural M15000. Le chiffre dans le nom signifiait un objectif ambitieux, 15 000 mètres, soit 15 km vers le bas. La structure de la plateforme ressemblait à une fusée spatiale prête à être lancée, sauf que le nez n'était pas orienté vers le haut, mais vers le cœur de la planète. À l'intérieur de ce géant régnait une propreté stérile, peu commune dans les exploitations pétrolières habitées. Avec alimentation automatique de tubes, système de contrôle basé sur les premiers ordinateurs soviétiques, le personnel portait des blouses blanches. Le forage rotatif classique, où le moteur en haut fait tourner tout le tube, est impossible à cette profondeur. Un tube en acier de 10 km pèse des centaines de tonnes. Si l'on tente de le faire tourner, il se tord sous l'intérieur et se brise sous son propre poids, comme un fil rôdi. C'est pourquoi les ingénieurs soviétiques ont développé et appliqué une technologie en avance sur son temps, le turboforage. Imaginez toute la colonne de tubes de plusieurs kilomètres ne tournant pas, elle reste immobile, comme une gigantesque aiguille enfoncée dans le sol. Seule la petite tête de forage au fond tourne, elle est entraînée par la pression du fluide de forage pompé d'en haut sous une pression monstrueuse de plusieurs centaines d'atmosphères. Le fluide tombe vers le bas, fait tourner les pales d'une mini-turbine, la turbine ronge la roche avec des dents de diamant et le liquide issu emmène les débris de roche vers le haut, refroidissant l'outil. Les tubes, manufacturés non pas en acier mais en alliages légers spéciaux d'aluminium, réduisaient le poids de la colonne. Sinon, la plateforme n'aurait tout simplement pas pu soulever ce poids. L'aluminium, plus résistant que l'acier à la rupture, était aussi plus capricieux face à la température. C'était un travail de bijoutier avec des outils géants, une forêt parsemée de diamants techniques et d'alliages super durs slavotiques. Ils s'enfonçaient dans les granites, centimètre par centimètre, mètre par mètre. Les 7 premiers kilomètres furent franchis relativement facilement et rapidement. C'était un territoire familier étudié par les pétroliers. Mais ensuite, à une profondeur de 7 km, des étrangetés ont commencé à apparaître, poussant les géologues à se prendre la tête et à réécrire leur thèse. Les sismologues du monde entier prédisaient qu'à une profondeur de 7 km, la vitesse de propagation des ondes sonores dans la roche changeait brusquement. Ce phénomène était appelé la frontière de Conrad. On considérait comme acquis que la croûte terrestre était un gâteau en couches, avec en haut des sédiments de sable et d'argile, en dessous une couche de granit, et encore plus bas, après la frontière de Conrad, devait commencer une couche de basalte dense, lourd et noir, reposant sur le manteau. Le forage a franchi la marque des 7000 mètres. Le carottage, un échantillon cylindrique de roche, a été remonté à la surface. Les géologues se sont penchés dessus avec des loupes et des microscopes, s'attendant à voir du basalte noir et lourd. Et que virent-ils? Du granit, toujours ce même granit, du gneiss. Il n'y avait pas de basalte, il n'existait tout simplement pas. La frontière de Conrad s'est révélée être une gigantesque fiction scientifique, une illusion créée par les ondes sismiques. C'était le premier choc. La Terre, à l'intérieur, n'était pas du tout comme nous le pensions. Ce que les instruments prenaient pour un changement de couche, du granit au basalte, s'est avéré être le résultat d'une pression colossale, compressant le granit dans un nouvel état de matière. La composition chimique ne changeait pas, c'était la densité physique qui variait.
La roche était compressée si fortement que le son y voyageait plus vite, trompant les instruments en surface. Nous avons compris que nos cartes des sous-sols étaient incorrectes. Nous avancions à l'aveugle. Plus le forage descendait, plus la planète nous réservait de surprises. À une profondeur où la pression atteint des milliers d'atmosphères, la roche est comprimée au point qu'il ne devrait y avoir aucune porosité, aucune fissure. Les scientifiques ont découvert de l'eau. C'était physiquement impossible. Du point de vue de la physique des couches superficielles, l'eau ne peut pas exister dans un granit monolithique sous une telle pression. D'où venait-elle ? Elle ne pouvait pas s'infiltrer de la surface à travers 10 km de monolithe. L'analyse isotopique a montré que cette eau n'avait jamais vu le soleil. Elle n'était pas tombée sous forme de pluie, ne coulait pas dans les rivières. Elle était née là, dans les profondeurs. C'est ce qu'on appelle de l'eau métamorphique. Sous l'effet d'une pression et d'une température monstrueuse, les minéraux, le gypse, les micas, se décomposaient. Les atomes d'oxygène et d'hydrogène étaient littéralement extraits du réseau cristallin de la roche, se liant et formant de la vapeur surchauffée. Mais cette vapeur n'avait nulle part où aller. Au-dessus, une couche de granit de plusieurs kilomètres pesait. La croûte terrestre à cette profondeur ressemblait à un gâteau en couche, imbibé d'un bouillon bouillant sous pression. Mais ce bouillon était agressif. Ce n'était pas simplement de l'eau, c'était une solution minérale surchauffée, agissant comme un acide. Elle corrodait l'équipement, pénétrant dans les micro-fissures du métal, provoquant une fragilité à l'hydrogène. Les forages conçus pour une semaine de travail brûlaient et se désintégraient en quelques heures. Les ingénieurs, en panique, changeaient les alliages, modifiaient la conception des couronnes, mais l'abîme résistait. On avait l'impression que la planète elle-même se protégeait, refusant de laisser entrer des intrus plus loin. Et la découverte la plus incroyable à ce stade fut la vie. La connexion avec l'espace à une profondeur où apparemment seule de la matière morte et stérile pouvait exister. Dans les carottes de roches âgées de plus de 2 millions d'années, on a trouvé des fossiles microscopiques, du plancton, des algues unicellulaires, 14 espèces de micro-organismes fossilisés. Là où la pression et la température auraient dû réduire toute forme de vie en pousse, des traces de vie ont été conservées. Cela signifiait que la vie sur Terre était apparue beaucoup plus tôt et qu'elle était beaucoup plus résistante aux conditions extrêmes que ce que la science supposait. Les bactéries vivaient et mouraient dans la roche, enfermées vivantes. Et un autre fait qui coupe le souffle, dans les années 70, les stations automatiques soviétiques Luna ont ramené du sol de la surface de la Lune. Les scientifiques ont comparé sa composition avec celle des roches du forage de Kola. La composition s'est avérée identique, une parfaite correspondance. Cela est devenu une preuve solide de la théorie selon laquelle la Lune n'est pas un intrus venu de l'espace, mais un morceau de la Terre elle-même, arraché à elle il y a des milliards d'années suite à un impact d'un astéroïde géant. Le forage de Kola est devenu un pont entre le centre de la Terre et l'espace. Nous avons foré la Terre et nous avons trouvé la Lune. En 1989, lorsque le forage a atteint les profondeurs records, un journal finlandais puis la chaîne de télévision religieuse américaine TBN, Trinity Broadcasting Network, diffusait un reportage sensationnel, selon lequel des scientifiques soviétiques auraient plongé un microscope résistant à la chaleur dans le forage et enregistré les sons de cris humains, de gémissements et de hurlements de millions de personnes. « Nous avons foré le toit de l'enfer », aurait dit le responsable du projet, un certain docteur Dimitri Azakov. Cette histoire a immédiatement fait le tour du monde. L'enregistrement audio, avec des hurlements terrifiants, circule encore sur Internet, effrayant les auditeurs impressionnables et accumulant des millions de vues. Mais examinons ce mythe du point de vue de la science et de la technique. Tout d'abord, il n'existait à l'époque aucun microphone acoustique capable de fonctionner à 200 degrés Celsius et à une pression de 1000 atmosphères. La membrane se serait simplement fondue dans le boîtier ou aurait été écrasée par la pression. Deuxièmement, Dimitri Azakov, un personnage fictif. Le véritable responsable était le légendaire géologue soviétique David Guberman, un scientifique sérieux qui, jusqu'à la fin de sa vie, qualifiait cette histoire de sornet. L'enregistrement lui-même est un mélange d'effets sonores du film d'horreur de 1972, Le Baron sanglant, bouclé et superposé au bruit d'une foule. Mais cela signifie-t-il que le forage était silencieux ? Non, il n'était pas silencieux. Il produisait des sons, et ces sons ont été enregistrés. Mais ce n'étaient pas des cris humains. Pour la surveillance sismique, des géophones spéciaux étaient utilisés, captant les vibrations de la roche. Lorsque ces enregistrements sismiques ont été traduits dans une gamme audible pour l'oreille humaine, les scientifiques ont entendu quelque chose de vraiment effrayant et majestueux. Ce n'était pas un cri, c'était un grondement, un grincement, un craquement, un hurlement bas et vibrant.
C'était le son d'une planète qui respire, le son des plaques lithosphériques se frottant les unes contre les autres. À une profondeur de 12 km, la Terre n'est pas morte et n'est pas statique, elle est en mouvement constant. Des microséismes, des fractures, des glissements de couches se produisent, tant la roche craque sous la pression. Le son enregistré par les capteurs ressemblait au fonctionnement d'un mécanisme géant non lubrifié et surchargé. Un gémissement sourd et basse fréquence se transformant en coups rythmiques. Pour un géologue professionnel, ce son était plus terrifiant que n'importe quel mythe sur les démons, car il signifiait qu'une chose, la roche est instable. La tension dans les profondeurs est critique, le forage peut s'effondrer, il peut imploser à tout moment en sacrifiant des années de travail. L'enfer n'était pas mystique, mais tectonique. Le principal ennemi des foreurs sur le site de Kola n'était pas la dureté de la roche, mais la chaleur, l'entropie. Les calculs des géophysiciens, effectués avant le début du projet, étaient optimistes. Ils supposaient que la température augmenterait progressivement d'environ 10 degrés Celsius par kilomètre, ce qu'on appelle le gradient géothermique. Selon les modèles, à une profondeur de 15 km, la température devait être d'environ 120 degrés Celsius. Chaud, mais tout à fait tolérable pour la technologie et l'électronique. Mais lorsque le forage a atteint la marque des 7 km, le graphique de température a brusquement et catastrophiquement grimpé. C'était comme si vous descendiez dans une cave à vin fraîche et soudain vous ouvriez une porte directement dans la chaudière d'une locomotive. Le gradient a changé de manière abrupte. À 7 km de profondeur, il faisait déjà 120 degrés Celsius et à 12 km, les capteurs ont affiché 200 degrés Celsius. C'était 2 fois plus que prévu et l'eau là-bas ne bouillait pas, elle était simplement sous forme de vapeur surchauffée, maintenue uniquement par la pression. C'était une catastrophe pour l'équipement. L'électronique contrôlant le forage a commencé à devenir folle. Les semi-conducteurs tombaient en panne à de telles températures. L'isolation des câbles fondait et coulait. Les lubrifiants se transformaient en vapeur ou au contraire se carbonisaient en pierre, bloquant les mécanismes du turboforage. Les couronnes en diamant se dégradaient, perdant leur dureté à de telles températures, et se transformaient en graphite. Mais le plus terrible ne se produisait pas avec les machines. Le plus terrible se produisait avec la roche elle-même. Nous avons l'habitude de penser au granit et au gneiss comme à des modèles de dureté. Grignoter le granit des sciences. Les monuments en granit durent des siècles. Mais la physique des hautes pressions et des températures change les propriétés de la matière jusqu'à l'inconnu. À 12 km de profondeur, à une pression de 1000 atmosphères et à une température de 200 degrés Celsius, les anciennes roches archéennes, âgées de 3 milliards d'années, avaient perdu leur rigidité cristalline. Elles ont commencé à se comporter comme du plastique, comme une résine épaisse, comme de la pâte à modeler chaude ou comme du dentifrice dans un tube. Imaginez que vous essayez de percer un trou noyé dans un morceau de pâte à modeler molle. Dès que vous retirez le forêt, le trou commence à se refermer, à disparaître, à se déformer. Les parois du forage commençaient à se déformer. Le puits, qui devait être une ligne parfaitement verticale, commençait à se courber. Le forage, et entrant dans des zones de densité et de viscosité différentes, commençait à vagabonder comme une aiguille de tourne-disque sur un disque rayé. Le puits n'a plus été une ligne droite, il s'est transformé dans une spirale tridimensionnelle, en un tourbillon. Maintenir la verticalité était techniquement impossible. Mais ce n'était pas le pire. L'effet de plasticité de la roche a conduit à ce qu'en remontant la colonne de forage pour changer le trépan, ce qui devait être fait toutes les 4 heures tant elle s'usait rapidement dans cet enfer, le puits tentait de s'effondrer derrière le forage. Il serrait l'outil dans un étau. Imaginez 5, 6, 10 km de tubes en acier et en aluminium pesant 200 tonnes suspendus à un crochet, tandis qu'en bas, ils sont maintenus par une roche qui se comporte comme un sphincter musculaire vivant. Les accidents se succédèrent. Le plus terrible et le plus dramatique s'est produit en 1984. La profondeur était de 1 206 000 mètres. Le projet se dirigeait vers le triomphe. Moscou attendait un rapport pour le congrès de parti. Mais lors d'une remontée planifiée, la colonne de tubes s'est coincée. La tentative de la tirer par la force a conduit à une catastrophe, une rupture. 5 km de tubes et un unique turboforage sont restés à jamais dans les entrailles de la terre de la Torgue. Ils sont impossibles à récupérer. Le puits a été perdu. 5 ans de travail détruits en 1 seconde. Il a fallu recommencer le forage de 7000 mètres en faisant une dérivation, puis un autre, puis encore un autre. Le puits en section est devenu semblable à un système racinaire d'arbres, avec de nombreux troncs descendants se terminant abruptement. Les géologues appelaient cela les caprices des profondeurs. Mais c'était la physique des hautes états.
La roche à ces profondeurs est soumise à un stress colossal, à une pression montagneuse. Lorsque le forage y pénètre, il perturbe cet équilibre fragile. Cela provoque une éjection de roche à l'intérieur du puits. Les parois explosent à l'intérieur. Cette propriété, l'incroyable et imprévisible plasticité de la roche, combinée à la chaleur infernale fondant les métaux, est devenue le mur contre lequel la science soviétique s'est brisée. Ce ne sont pas des démons ni des fantômes, mais un granit surchauffé, fluide, qui refusait d'être solide. Au milieu de ce cauchemar technologique, un rayon d'espoir fou a brillé. Ironie du sort, c'est précisément là où le forage est devenu presque impossible que les scientifiques ont entendu quelque chose de vraiment effrayant et majestueux. Ce n'était pas un cri, c'était un grondement, un grincement, un craquement, un hurlement bas et vibrant. C'était le son d'une planète qui respire, le son des plaques lithosphériques se frottant les unes contre les autres. À une profondeur de 12 km, la Terre n'est pas morte et n'est pas statique, elle est en mouvement constant. Des microséismes, des fractures, des glissements de couches se produisent, tant la roche craque sous la pression. Le son enregistré par les capteurs ressemblait au fonctionnement d'un mécanisme géant non lubrifié et surchargé. Un gémissement sourd et basse fréquence se transformant en coups rythmiques. Pour un géologue professionnel, ce son était plus terrifiant que n'importe quel mythe sur les démons, car il signifiait qu'une chose, la roche est instable. La tension dans les profondeurs est critique, le forage peut s'effondrer, il peut imploser à tout moment en sacrifiant des années de travail. L'enfer n'était pas mystique, mais tectonique. Le principal ennemi des foreurs sur le site de Kola n'était pas la dureté de la roche, mais la chaleur, l'entropie. Les calculs des géophysiciens, effectués avant le début du projet, étaient optimistes. Ils supposaient que la température augmenterait progressivement d'environ 10 degrés Celsius par kilomètre, ce qu'on appelle le gradient géothermique. Selon les modèles, à une profondeur de 15 km, la température devait être d'environ 120 degrés Celsius. Chaud, mais tout à fait tolérable pour la technologie et l'électronique. Mais lorsque le forage a atteint la marque des 7 km, le graphique de température a brusquement et catastrophiquement grimpé. C'était comme si vous descendiez dans une cave à vin fraîche et soudain vous ouvriez une porte directement dans la chaudière d'une locomotive. Le gradient a changé de manière abrupte. À 7 km de profondeur, il faisait déjà 120 degrés Celsius et à 12 km, les capteurs ont affiché 200 degrés Celsius. C'était 2 fois plus que prévu et l'eau là-bas ne bouillait pas, elle était simplement sous forme de vapeur surchauffée, maintenue uniquement par la pression. C'était une catastrophe pour l'équipement. L'électronique contrôlant le forage a commencé à devenir folle. Les semi-conducteurs tombaient en panne à de telles températures. L'isolation des câbles fondait et coulait. Les lubrifiants se transformaient en vapeur ou au contraire se carbonisaient en pierre, bloquant les mécanismes du turboforage. Les couronnes en diamant se dégradaient, perdant leur dureté à de telles températures et se transformaient en graphite. Mais le plus terrible ne se produisait pas avec les machines. Le plus terrible se produisait avec la roche elle-même. Nous avons l'habitude de penser au granit et au gneiss comme à des modèles de dureté. Grignoter le granit des sciences. Les monuments en granit durent des siècles. Mais la physique des hautes pressions et des températures change les propriétés de la matière jusqu'à l'inconnu. À 12 km de profondeur, à une pression de 1000 atmosphères et à une température de 200 degrés Celsius, les anciennes roches archéennes, âgées de 3 milliards d'années, avaient perdu leur rigidité cristalline. Elles ont commencé à se comporter comme du plastique, comme une résine épaisse, comme de la pâte à modeler chaude ou comme du dentifrice dans un tube. Imaginez que vous essayez de percer un trou noyé dans un morceau de pâte à modeler molle. Dès que vous retirez le forêt, le trou commence à se refermer, à disparaître, à se déformer. Les parois du forage commençaient à se déformer. Le puits, qui devait être une ligne parfaitement verticale, commençait à se courber. Le forage, et entrant dans des zones de densité et de viscosité différentes, commençait à vagabonder comme une aiguille de tourne-disque sur un disque rayé. Le puits n'a plus été une ligne droite, il s'est transformé dans une spirale tridimensionnelle, en un tourbillon. Maintenir la verticalité était techniquement impossible. Mais ce n'était pas le pire. L'effet de plasticité de la roche a conduit à ce qu'en remontant la colonne de forage pour changer le trépan, ce qui devait être fait toutes les 4 heures tant elle s'usait rapidement dans cet enfer, le puits tentait de s'effondrer derrière le forage. Il serrait l'outil dans un étau. Imaginez 5, 6, 10 km de tubes en acier et en aluminium pesant 200 tonnes suspendus à un crochet, tandis qu'en bas, ils sont maintenus par une roche qui se comporte comme un sphincter musculaire vivant. Les accidents se sont enchaînés. Le plus terrible et le plus dramatique s'est produit en 1984.
La profondeur était de 126 km. Le projet se dirigeait vers le triomphe. Moscou attendait un rapport pour le congrès du parti. Mais lors d'une remontée planifiée, la colonne de tubes s'est coincée. La tentative de la tirer par la force a conduit à une catastrophe, une rupture. 5 km de tubes et un unique turboforage sont restés à jamais dans les entrailles de la terre de la Kola. Ils sont impossibles à récupérer. Le puits a été perdu. 5 ans de travail détruits en une seconde. Il a fallu recommencer le forage depuis 7000 mètres en faisant une dérivation, puis un autre encore. Le puits en section est devenu semblable à un système racinaire d'arbres avec de nombreux troncs descendants se terminant abruptement. Les géologues appelaient cela les caprices des profondeurs, mais c'était la physique des états extrêmes. La roche à ces profondeurs est soumise à un stress colossal, à une pression montagneuse. Lorsque le forage y pénètre, il perturbe cet équilibre fragile. Cela provoque une éjection de roche à l'intérieur du puits. Les parois explosent vers l'intérieur. Cette propriété, l'incroyable et imprévisible plasticité de la roche, combinée à la chaleur infernale, fondant les métaux, est devenue le mur contre lequel la science soviétique s'est brisée. Ce ne sont pas des démons ni des fantômes, mais un granit surchauffé, fluide, qui refusait d'être solide. Au milieu de ce cauchemar technologique, un rayon d'espoir fou a brillé. Ironie du sort, c'est précisément là où le forage est devenu presque impossible que les scientifiques ont trouvé ce pourquoi les gens se sont entretués et ont creusé la terre pendant des siècles. De l'or. À une profondeur de 95 km, le forage a pénétré dans une couche que les géologues ont appelée la ceinture d'olivine. L'analyse du carottage a montré une concentration d'or qui ferait perdre la tête à n'importe quel chercheur d'or du Klondike, 78 grammes par tonne. Réfléchissez à ces chiffres. L'exploitation industrielle de l'or en surface est considérée comme très rentable à partir de 5 grammes par tonne. Ici, la concentration était presque 20 fois supérieure. C'était une véritable couche d'or. Les pépites étaient incrustées dans la roche, visibles à l'œil nu. Sous la péninsule de Kola se trouvent des trillions de dollars. Une réserve d'or capable d'effondrer l'économie mondiale. Mais elle est là où l'homme est impuissant. Extraire cet or à 10 km de profondeur coûte 1000 fois plus cher que l'or lui-même. Cette découverte est devenue la plus grande moquerie de la nature. Regardez, semble-t-elle dire, voici vos richesses. Elles sont juste ici, mais vos mains sont trop courtes et faibles pour les prendre. Cette découverte a confirmé la théorie selon laquelle l'or et d'autres métaux lourds ne se déposent pas simplement dans la croûte des rivières, mais remontent du manteau liquide, s'infiltrant à travers des micro-fissures avec cette même eau métamorphique. Le forage de Kola a en fait rencontré une veine par laquelle le sang de la terre transportait des métaux précieux vers la surface. Au début des années 90, la profondeur avait atteint 12 262 mètres. C'était un record mondial absolu qui n'a pas encore été battu. Mais chaque nouveau record était acquis au prix d'efforts héroïques, d'accidents constants et de coûts colossaux. L'URSS s'effondrait, l'économie était à bout de souffle. La chaleur, anormale en bas, continuait de croître. Les calculs montraient qu'à la profondeur de 15 km, la température atteindrait 300 degrés Celsius. Aucun équipement moderne, aucun alliage, aucune électronique ne pouvait fonctionner dans de telles conditions. En quelques minutes, le métal devenait mou comme de la cire. L'électronique tombait en panne instantanément. Le forage s'était transformé en une lutte contre des moulins à vent. Le projet a été officiellement arrêté en 1991. Pas à cause d'un monstre mythique s'échappant du puits, ni à cause de la peur de l'enfer. La raison était plus prosaïque et triste. L'argent et les technologies étaient épuisés. L'humanité avait atteint le plafond de ses possibilités. Nous pouvions construire une fusée vers Mars à l'envers, mais nous n'avons pas pu créer un forage capable de supporter la chaleur de notre propre planète. Le puits a été scellé. Un énorme couvercle métallique a été soudé hermétiquement, maintenu par 12 boulons de la taille d'une main d'adulte. Un bouchon a été placé au-dessus. Le gigantesque bâtiment Uralm, ce temple de la science soviétique, tombait progressivement en ruine. Le toit s'est effondré sous le poids de la neige. L'équipement a été démantelé pour la ferraille par des chasseurs de métaux. Les archives ont été emportées dans la précipitation. Aujourd'hui, le forage super profond de Kola ressemble à un cimetière post-apocalyptique, un endroit où les ambitions de la civilisation se sont heurtées à la réalité de la physique. Mais le forage de Kola était-il un échec? Non, c'était le plus grand triomphe scientifique du XXe siècle. Oui, ils n'ont pas atteint le manteau. Oui, ils n'ont pas atteint 15 km. Mais les 12 km qu'ils ont parcourus ont donné à la science plus que tous les siècles précédents de conjectures théoriques.
Nous avons appris que le modèle de température de la Terre est incorrect. Nous avons appris que les granites ne se transforment pas en basalte. Nous avons appris que la vie peut exister dans la roche, à des profondeurs inimaginables, avec des bactéries fossilisées. Nous avons appris l'existence de l'eau qui naît dans les entrailles. Nous avons confirmé le lien entre la Terre et la Lune. Le forage super profond de Kola nous a montré notre véritable place. Nous ne sommes qu'un mince et vulnérable pelage à la surface d'une sphère géante, incandescente et vivante. Nous grattions sa surface, construisions des villes, pensant que nous étions les maîtres. Mais il suffit de creuser un peu plus, de seulement 0,2% du rayon de la Terre, et la planète montre son vrai caractère sauvage. Granit, plastique, eau, acide bouillonnant, radiation et température extrême. Voilà ce qu'il y a vraiment là-bas. Aujourd'hui, le couvercle du forage de Kola est scellé. Les touristes aventuriers atteignent rarement ces lieux reculés. Mais si vous appliquez votre oreille sur le métal froid, rouillé du bouchon, au milieu du désert neigeux, vous n'entendrez rien. Ni les cris des pêcheurs, ni les gémissements des démons. Seulement le sifflement du vent glacial dans les ruines. Le véritable mystère est solidement enfermé sous 12 km de pierre. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Car ce à quoi les foreurs soviétiques ont été confrontés, la physique imprévisible et changeante de la matière, la plasticité du solide, nous dit que le centre de la Terre garde ses secrets plus sûrement que n'importe quel bunker bancaire. Nous avons frappé à la porte, elle ne s'est pas ouverte. Et peut-être devrions-nous en être reconnaissants. Car si nous avions percé cette couche de plastique, libéré cette pression, ces gaz et cette énergie retenue par des kilomètres de croûte, les conséquences auraient pu être bien plus terrifiantes que n'importe quelle prophétie biblique. Le puits est fermé, mais les données obtenues continuent d'être déchiffrées dans les instituts, nous rappelant le cosmos le plus inexploré, le plus hostile, le plus riche sous nos pieds. Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'à la fin. Votre soutien, votre j'aime et votre abonnement sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour rester toujours informé des dernières actualités.